Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode final de la deuxième saison de Caput Mundi, consacrée au règne de Trajan. Dans la première partie, je vous avais parlé de Nerva, car c'est lui qui avait été désigné empereur par le Sénat après l'assassinat de Domitien le 18 septembre 96, mettant ainsi fin à la dynastie des Flaviens. Nous nous étions demandé pourquoi Nerva avait été choisi, puis nous avions vu quelques faits sur son règne et enfin sa mort. Lorsque Nerva meurt, il n'y a pas vraiment de volonté de créer une nouvelle dynastie impériale. Nous l'avions vu, l'adoption de Trajan a fait l'objet de réflexions qui n'étaient pas évidentes. Mais c'est bien lui, Trajan, qui a été choisi par le vieil empereur pour lui succéder. Ainsi, il obtient le titre de César. Il est associé au pouvoir et doit prendre le consulat en même temps que son père adoptif pour l'année 98. Mais ce dernier meurt au début de cette même année. Ainsi commence le règne de Trajan, celui que l'on appellera l'Optimus Princeps, le bon prince ou le meilleur des princes. Nous allons revenir dans cet épisode sur ses origines, sur son ascension, sur le début de son règne et sur son premier fait d'armes en tant qu'empereur, les guerres daciques, dont nous avons aujourd'hui encore l'héritage, la fameuse colonne Trajane. Je vous raconte donc Trajan, l'Optimus Princeps dans Caput Mundi. Les Julio-Claudiens, c'était facile. C'était une histoire de famille, aussi élargie soit-elle. Pour les Flaviens, une fois que l'on avait compris d'où venait Vespasien, c'était aussi une histoire de famille, un père et ses deux fils. Pour les Antonins, auxquels nous assistons à la naissance, c'est plus compliqué, mais pas forcément plus difficile. Nous l'avons vu, Nerva arrive un petit peu par la petite trappe de l'histoire. Ses origines, bien que nobles, sont modestes. Ce n'est pas le Jules César qui se revendiquait une origine divine, et l'adoption de Trajan n'a pas les mêmes implications que l'adoption d'Octavien. L'adoption de Trajan est politique, et personne ne semble s'y opposer aussi formellement que le fit alors Marc-Antoine. Trajan est arrivé à la tête du monde par un certain mérite, celui d'être un bon chef, mais aussi par un coup de force du destin. Retraçons son parcours jusqu'à la pourpre impériale. Marcus Ulpius Traianus, c'est son Tria Nomina, est né en 53 de notre ère à Italica, une colonie romaine d'Hispanie, en actuelle Andalousie, ou si vous préférez, dans la province romaine de Bétique. Italica a été la première ville romaine fondée en Hispanie, conséquence des guerres puniques par Scipion l'Africain. Si le prestige de cette ville ne vous suffit pas à reconnaître Trajan comme un vrai Romain, éligible aux plus hautes fonctions de l'Empire, dites-vous que les habitants de cette cité étaient sans doute des soldats ayant combattu Carthage pour Rome et que les liens entre Italica et Rome sont très forts. Mais rien ne nous permet d'affirmer que la famille de Trajan était bien issue des vétérans de cette guerre. Peut-être étaient-ils simplement des marchands. Une chose est certaine, la famille de Trajan n'est pas romaine jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère, lorsque le père de Trajan épouse une femme de la gens des Ulpia, et que la cité d'Italica gagne le statut de cité de droit latin. Une cité de droit latin est une cité dont les citoyens jouissent de certains droits assimilables au droit romain, mais pas complètement. Le père de Trajan porte le même nom que son fils, et pour des raisons de clarté, nous l'appellerons Traianus, tout simplement. Traianus, donc, fait une carrière classique, il sert l'Empire sous les Julio-Claudiens et, à l'instar de Nerva, il est dans le bon camp lorsque Vespasien accède au pouvoir suprême. Il est consul suffect en 70. Puis, il est gouverneur de Syrie et proconsul d'Asie, ce qui représente l'apogée d'une carrière sénatoriale. Membre du collège religieux dédié au culte de Vespasien divinisé, sa carrière impeccable offre un terreau propice à son fils Trajan pour une carrière équivalente parmi les sénateurs. Voici un extrait d'une source importante sur le règne de Trajan, le Panégyrique, composé par Pline le Jeune.
Tribun dans un âge encore tendre, vous avez parcouru tour à tour les régions les plus éloignées avec la vigueur d'un homme fait. La fortune vous avertissait dès lors d'étudier à fond et longtemps ce que bientôt vous deviez prescrire. Sans vous contenter de voir un camp en perspective et de traverser rapidement les grades subalternes, vous avez exercé le tribunat de manière à pouvoir en sortir général et à n'avoir plus de leçons à recevoir à l'époque où il faudrait en donner. 10 campagnes vous ont appris à connaître les mœurs des peuples, la situation des pays, les avantages des lieux, et à supporter toutes les eaux et toutes les températures, comme les fontaines de votre patrie et le climat natal. Combien de fois vous avez remplacé vos chevaux, renouvelé vos armes usées par la victoire? Un temps viendra où nos neveux aimeront à visiter et à penser que leurs descendants visiteront à leur tour les champs qui furent arrosés de vos sueurs, les arbres qui prêtèrent leur ombre à vos repas militaires, les rochers qui abritèrent votre sommeil, enfin, les maisons qu'un si grand hôte remplit de sa présence, ainsi que dans les mêmes lieux où on vous montrait à vous-même les traces vénérables des plus fameux capitaines. Je parle de l'avenir. Dès maintenant, un soldat, pour peu qu'il soit ancien, n'a pas de plus beau titre que d'avoir fait la guerre avec vous. Combien ne s'en trouve-t-il en effet que vous n'ayez été le compagnon d'armes avant d'être leur empereur? C'est élogieux, n'est-ce pas? C'est tout l'objectif d'un panégyrique. Ce que nous devons comprendre, c'est que la carrière de Trajan est en tout point conforme à ce qu'attendent les Romains. On se souvient des derniers Julio-Claudiens qui avaient tendance à sauter les étapes, et notamment un Néron qui n'avait jamais commandé une légion. Il semble que Trajan ait poursuivi son cursus honorum et ait suivi son père dans ses légions. En réalité, nous savons peu de choses de lui avant son ascension. Ce que l'on sait, c'est qu'il est préteur au début du règne de Domitien. Puis, au lieu de briguer le consulat, il est affecté au commandement de la légion 7 Gemina dans le nord de l'Hispanie. Une affectation tout à fait importante, car en 89, Domitien lui demande de conduire cette légion à Mayence, en Germanie, pour écraser la révolte de Saturnius. Saturnius, sénateur et gouverneur de Germanie supérieure, tente alors la voie de l'usurpation et de renverser Domitien. Son usurpation échoue bien avant que Trajan n'arrive et est écrasé par l'Appius Maximus de Germanie inférieure. Mais en récompense de sa fidélité au régime des Flaviens, Trajan obtient le consulat pour l'année 91. Donc, quand le dernier Flavien meurt et que Nerva accède au pouvoir suprême, Trajan est déjà un personnage de premier plan dans l'Empire et à Rome. Au moment où il se fait adopter par Nerva d'ailleurs, il est gouverneur de Germanie supérieure et à la tête de nombreuses victoires sur le front. À cette époque, les Romains luttaient contre les Suèves. Je vous avais donné les éléments qui permettaient de comprendre pourquoi Nerva s'était tourné vers Trajan. Nous ne savons pas avec exactitude la marge de manœuvre du prince dans l'adoption de son successeur. Cependant, nous savons que l'adoption ne vaut pas intronisation dans le monde romain d'alors. En adoptant Trajan, et sans descendance du sang, Nerva ne faisait de Trajan que le simple héritier de son patrimoine personnel. La position de princeps ne se lègue pas. C'est alors que le pouvoir romain est moins personnel que nous pourrions le croire, tant la tournure monarchique semble actée pour le principat. Dans les faits, l'adoubement de Trajan est un acte du Sénat. Il reçoit le titre de César qui complète sa titulature. Il a déjà été proclamé impérator sur le front germain, tel un général victorieux, et a obtenu le titre de Germanicus pour ses victoires militaires. Le titre de César, lié à l'adoption de Nerva, tend donc à renforcer sa position de successeur. Successeur et non pas héritier. Le fait est que le titre d'impérator ne s'accorde pas à tous. Il est réservé, à cette époque, à l'empereur lui-même et à son successeur. Nerva convoque le Sénat et demande à ce que soient partagés ses pouvoirs entre lui et Trajan. Il obtient ainsi la puissance tribunicienne. Rien ne semble se mettre en travers de l'ascension de Trajan. En janvier 98, la nouvelle de la mort de Nerva arrive en Germanie. Là, c'est Adrien, le fils du cousin de Trajan, dont il est le tuteur et qui a déjà une place dans ses troupes, qui fait le voyage de Mayence, où il est tribun de légion, jusqu'à Cologne, où est installé Trajan pour l'hiver. Il tient à annoncer la nouvelle personnellement à l'empereur, avant l'arrivée des émissaires de Rome. Trajan adresse une lettre au Sénat confirmant qu'il ne régnerait pas en tyran et demandant pour Nerva les hommages divins et des jeux. Les cendres de l'empereur sont déposées dans le mausolée d'Auguste. Le Sénat se réunit et octroie à Trajan les pouvoirs impériaux et le titre de père de la patrie. Trajan
ne rentre pas immédiatement à Rome, il reste sur le front germain et ne revient à Rome qu'en 99. Primus inter pares, premier parmi les siens, il entre à Rome à pied. Il est accueilli chaleureusement par les Romains, il salue les citoyens, prend soin de se souvenir de tout le monde. Vous, César, la majesté seule de votre taille vous élevez au-dessus de la foule. C'était aussi un triomphe, mais c'est de l'orgueil des princes et non de la patience des peuples que vous triomphez. Aussi, ni l'âge, ni la mauvaise santé, ni le sexe n'arrêtent personne et chacun voulut repaître ses yeux d'un spectacle si nouveau. Les enfants s'empressaient de vous connaître, les jeunes gens de vous montrer, les vieillards de vous admirer, les malades même, oubliant les ordres de leurs médecins, se traînaient sur votre passage, comme s'ils eussent dû y trouver la guérison et la vie. Les uns, contents de vous avoir vu, de vous posséder, s'écriaient qu'ils avaient assez vécu, les autres que c'était maintenant qu'il était doux de vivre. Les femmes, même, se réjouirent plus que jamais de leur fécondité, en voyant à quel prince elles avaient donné des citoyens et à quel général elles avaient donné des soldats. Les toits, couverts de spectateurs, pliaient sous le faix, et nulle place n'était vide, pas même celle où le pied suspendu et mal affermi trouvait peine à se poser. Les rues envahies ne vous offraient plus qu'un étroit sentier, bordé des deux côtés par un peuple dans l'ivresse. C'était partout, même transport, mêmes acclamations. Il était juste que tous ressentissent également la joie de votre arrivée, puisque vous étiez également venus pour tous, et cependant, l'allégresse redoublait à mesure que vous avanciez, et croissait presque à chacun de vos pas. Trajan se montre accessible. C'est avec humilité qu'il rentre au Sénat. C'est à pied qu'il monte sur le Capitole pour sacrifier à Jupiter, et c'est à pied qu'il entre dans son palais, la Domus Tiberiana, sur le Palatin. Trajan se veut accessible et différent de Domitien. Il refuse les honneurs superflus comme l'érection de statues, et chaque matin, il donne audience pour recevoir son peuple. Dans Rome, il se déplace à pied, laissant ainsi le loisir à quiconque de l'approcher. Trajan est un citoyen, après tout. C'est le premier des citoyens au service de l'État. En 99, donc, l'année de son retour, Trajan endosse son 3e consulat déjà. Promesse pour les Romains d'avoir l'empereur à Rome pour un petit moment. Une réforme marquante de l'empereur se situe dans la continuité de Nerva, les Alimenta. Il s'agit d'une série de mesures qui visent à aider les citoyens les plus démunis en Italie. Aide alimentaire pure et simple, plus de 5000 orphelins en auraient bénéficié, ou aide à la propriété en échange d'intérêts bas et perpétuels, l'arrivée de Trajan au pouvoir est perçue comme une bénédiction. Il annule les dettes envers le fisc ainsi que les taxes sur les successions, encore une fois une mesure coûteuse pour le trésor impérial, mais qui assoit un peu plus la légitimité du prince. En 100, le Sénat lui accorde le titre d'Optimus Princeps, le meilleur des princes, en référence à Jupiter Optimus Maximus, très bon et très grand. Un titre qui marque l'histoire à un tel point qu'à l'avenir, on souhaitera aux empereurs d'être plus heureux qu'Auguste et meilleurs que Trajan. Un sacré défi. Cependant, Trajan ne portera ce titre qu'à partir de l'année 114 officiellement. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Outre le mode de vie simple de la cour impériale,
Trajan et son épouse en tête, et les récupérations des trésors de Domitien et la restitution des terres romaines aux Romains, Trajan peut compter sur une autre potentielle source de revenus. Au nord, à la frontière du Danube, un peuple menace. Ce peuple, ce sont les Daces et leur roi Décébal, une menace et un rival pour Rome. Connaissant parfaitement les dangers de la frontière danubienne et la menace que représentait Décébal, il avait déjà fait la guerre à Domitien, Trajan avait profité de son long voyage de Cologne vers Rome pour inspecter la région. Au cours de ce passage, il en avait profité pour donner des instructions pour la défense de la Pannonie et améliorer la circulation des troupes qu'il avait renforcées en enlevant des nouvelles et en restaurant la discipline parmi les soldats. La Dacie devait devenir le point le plus reculé de l'Empire. Avec ses mines et ses richesses, Trajan comptait bien dessus pour revitaliser l'économie de l'Empire et sécuriser la région, instaurant ainsi la Pax Romana. Une guerre préparée et planifiée. En mars 101, Trajan refuse un nouveau consulat, signe pour les puristes que l'empereur s'apprête à quitter Rome. Le 25 mars, c'est chose faite, 25 légions se réunissent pour une guerre qui se veut expéditive, préventive et punitive. Nous voyons là la différence de Trajan avec ses prédécesseurs qui, outre Vespasien, n'avaient pas un talent particulier pour la guerre et pour la connaissance des frontières de l'Empire. Nous connaissons l'issue de cette guerre parce que, encore aujourd'hui, nous pouvons en voir le trophée à Rome, la colonne Trajane. Sur ces reliefs, nous pouvons voir le déroulement d'une guerre idéale, rapide, efficace et honorable. Bien que cette source soit peu fiable pour vous raconter en détail la réalité de cette guerre, l'histoire est une fois de plus écrite par les vainqueurs. La première étape fut de franchir le fleuve, le Danube. Un pont sera construit à cet effet par le célèbre architecte Apollodore de Damas. Ce pont permettra à l'avenir aux Romains de contrôler la région. Mais pour l'heure, c'est l'ingénierie militaire des Romains qui est à l'œuvre. Une fois le fleuve franchi, ce qui relève de l'exploit pour une armée, les légions se dirigent vers les portes du fer. D'après ce que l'on sait, les Daces opposèrent peu de résistance, espérant peut-être emmener les Romains loin, trop loin de leur ligne d'approvisionnement. C'est ainsi qu'on se retrouve à la bataille de Tapae. Dans cette région, il y a plusieurs batailles dans un laps de temps réduit. Bien que les Daces aient tenté des négociations, toutes échouent. Les batailles sont sanglantes, les armes de siège sont de sortie, les pluies de flèches ne cessent. On raconte que même l'empereur se servait de ses propres vêtements pour bander les blessures de ses soldats. Trajan est acclamé une nouvelle fois impérator et les Romains contrôlent désormais les portes du fer de la Dacie. Pendant l'hiver, Trajan attend ses renforts afin de poursuivre l'ennemi dace qui est en fuite. À la reprise de la saison de la guerre, à partir de mars 102 donc, les troupes romaines reprennent leur avancée qui s'annonce cette fois plus compliquée. Les pertes sont nombreuses, mais les Romains avancent en faisant beaucoup de prisonniers. Au col de la Tour Rouge, un général de Trajan, Laberius Maximus, parvient à faire prisonnière la sœur de Décébal. Enfin, à Calan, les troupes romaines se rejoignent non loin de la capitale Dace. Sarmizegetus, ce n'est pas facile à dire, Décébal abdique. Cassius Dion écrit « On exigeait de lui en effet qu'il livrât les machines, les machinistes, qu'il rendît les transfuges, qu'il démolît ses fortifications, évacuât les territoires conquis et, de plus, qu'il tint pour ennemis et pour amis ceux qui le seraient des Romains, qu'il n'en reçut aucun et qu'il ne prit à son service aucun soldat levé dans l'Empire romain. Il en attirait à lui un grand nombre et des plus vaillants. Il consentit bien malgré lui à ces conditions, après être allé trouver Trajan, s'être précipité à terre, l'avoir adoré et avoir jeté ses armes. L'Empire est encore plus grand. Trajan accorde un nouveau congère au peuple romain et donne des jeux à l'occasion de la victoire. Certes, la Dacie n'est pas complètement conquise, mais les Daces ne sont plus une menace. Trajan reçoit le titre de Dacicus, le vainqueur des Daces. Imperator, Caesar, Divi, Nervae, Filius, Nerva, Traianus, Augustus, Germanicus, Dacicus. C'est ainsi qu'on le nommait lorsqu'on avait le temps. C'est donc contre toute attente qu'en 104, Décébal se rebelle. Il se venge des populations locales alliées de Rome et malgré les traités, il réarme la Dacie et fortifie son royaume. En 105, il attaque les positions fortifiées de l'armée romaine.
Il semble que l'empereur fut surpris par cette attaque. Il ne part de Rome qu'en juin et arrive trop tard dans la saison de la guerre pour mener une quelconque contre-attaque d'ampleur. Décébal ne vient pas s'opposer à l'armée romaine frontalement. Il opère par des attaques surprises et des actes de guérilla sur tout le front fortifié romain. En feignant de vouloir négocier la paix, Décébal attire le général Longinus et le fait prisonnier. Décébal tente alors de négocier sa libération contre le retrait des Romains, mais Trajan ne cède pas. Fidèle à Rome, Longinus se suicide. L'armée de Trajan progresse et grossit au point que les Daces ne sont plus si promptes à combattre, et une vague de désertion frappe le camp de Décébal. Ce dernier fit une ultime tentative pour fédérer les peuples de la région, mais sans succès. Le royaume d'As est vaincu et Décébal est en fuite tandis que le prince et le Sénat décidaient de l'annexion de la Dacie. La fuite de Décébal prend fin dans les Carpates et il est retrouvé par des cavaliers romains dont un certain Claudius Maximus, dont sa tombe a été retrouvée avec le signalement de cet exploit. Le roi d'As est exécuté, sa tête remise à Trajan et envoyée à Rome en trophée. Voilà, c'était le début du règne de Trajan. Je vous laisse aller consulter le dossier complémentaire qui est en retard, je le sais, si vous voulez en savoir plus, et notamment sur la colonne Trajane. Quant à moi, je vous retrouve début juin avec la dernière partie de cet épisode consacrée à l'époque de Trajan. Je vous raconterai les suites et la fin du règne de l'empereur, mais aussi nous ferons un point sur la situation dans l'Empire pour terminer cette deuxième saison de Caput Mundi. Au programme, l'annexion de l'Arabie, des réformes économiques, la mainmise de Trajan sur l'Empire, sa victoire sur l'ennemi de toujours, les Parthes et sa mort. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi.